En 1661, Louis XIV décide de construire un palais gigantesque qui symbolisera son pouvoir. Versailles. Dans tous les domaines, architecture, mesures géométriques, agronomie, mais aussi construction navale, alimentation en eau et fabrication des miroirs, le roi s'entoure des plus grands savants d'Europe. Il va faire de son château le premier laboratoire scientifique du XVIIe siècle. Aujourd'hui, les chercheurs font parler les archives, exhument les traces du passé, restituent les inventions, modélisent les ouvrages. Grâce à leur travail, nous découvrons l'incroyable épopée des innovations technologiques imaginées par les esprits les plus élevés de l'époque. Versailles est le creuset d'une révolution des sciences. Elle va résonner pour les siècles à venir. Mais dans ce chantier pharaonique soumis à la volonté d'un souverain qui voit toujours plus grand, les défis lancés par le roi Soleil seront-ils tous relevés ? Lieu emblématique du château de Versailles, la Galerie des Glaces, connue dans le monde entier. Cette galerie somptueuse où se déroulent à l'époque de Louis XIV les cérémonies et les réceptions de la cour va asseoir le rayonnement de la France dans l'Europe d'alors. Fréquentée par les courtisans, lieu de rencontre et de mise en scène du pouvoir, elle est inaugurée tardivement en 1684. En effet, la Galerie des Glaces n'existait pas dans le plan initial du palais. Pour les spécialistes, elle est révélatrice des exigences d'un roi pragmatique et ambitieux. À l'origine, il n'y avait pas du tout de galerie ici. Il faut imaginer une terrasse à l'italienne, donc ouvert complètement aux 4 vents. Et le climat français n'étant pas le climat italien, rapidement, il y a eu des problèmes d'infiltration d'eau, puisque lorsqu'il pleuvait, on avait des infiltrations dans la galerie juste en dessous, qu'on appelle la galerie basse, et on avait des gros problèmes d'entretien. En 1677, Louis XIV décide de faire de Versailles sa résidence principale et il n'y avait pas de grand axe de communication dans ce château puisqu'il n'y avait que des communications internes assez étroites. Et finalement, pour aller de chez lui au nord à chez la reine au sud, il a fallu créer cette galerie pour avoir un chemin à couvert pour l'ensemble des courtisans. Et finalement, cette galerie a été créée à ce moment-là. Aujourd'hui, grâce à l'analyse des plans d'origine, les chercheurs sont capables de reconstituer comment cette loggia, initialement imaginée par l'architecte Levaux, a finalement été remplacée par une galerie monumentale. Mathieu Davina nous emmène dans un des endroits les plus secrets du château, les combles qui surplombent la Galerie des Glaces. Là, subsistent encore les traces de cette terrasse éphémère, qui n'aura vécu qu'une dizaine d'années, victime des caprices du roi. Ces vestiges montrent l'urgence dans laquelle travaillaient les architectes de Louis XIV. Alors là, c'est assez extraordinaire parce qu'on est juste au-dessus de la Galerie des Glaces, donc on voit véritablement l'envers du décor puisqu'on a ici la voûte qui est de la simple maçonnerie. Et finalement, lorsqu'on regarde ici sur cette partie-là du mur, on est sur la façade de Levaux, donc on voit tout ce décor sculpté, on est véritablement sur la partie extérieure qu'a connue le premier Versailles de Louis XIV, et c'est assez extraordinaire de voir que finalement, assez rapidement, on est venu plaquer cette grande galerie sur l'ancienne façade de Levaux, puisque, évidemment, tout doit aller très vite avec Louis XIV, donc on ne prend pas la peine de masquer cette ancienne façade de Levaux. Donc on a ici le décor tel que l'a connu au départ Louis XIV dans les années 1660-1670. Ce tour de force architectural qui émerveille le visiteur contemporain est le reflet des exigences très précises de Louis XIV,
qui vont transcender le lieu. Lorsque Louis XIV prend la décision de construire ces galeries, évidemment, il se prive de la vue sur ses jardins et il ne veut pas s'enfermer totalement dans un espace. Et c'est Jules Hardouin-Mansart qui, grâce à un coup de génie, va lui proposer cette galerie avec 17 fenêtres sur les jardins qui se reflètent sur 17 arcades centrées avec 357 miroirs. Donc on a une prouesse technique puisque la lumière se reflète évidemment sur ces miroirs, mais également la très bonne idée de Jules Hardouin-Mansart de faire se refléter les fenêtres sur des miroirs permettait évidemment de faire rentrer de nouveau les jardins dans la galerie. Et surtout, on avait également, lorsqu'on avait un coucher de soleil magnifique les soirs d'été, d'embraser totalement cette galerie qui devient le symbole du château de Versailles. Les souhaits du roi, si ambitieux soient-ils, doivent être exaucés. L'architecte en chef, Jules Hardouin-Mansart, est parvenu à satisfaire le roi qui voyait grand, toujours plus grand. Construire un palais gigantesque dans un lieu aussi peu approprié se révélera un pari encore plus fou qui mobilisera les forces vives de toute une nation durant plus d'un demi-siècle. Retournons à l'époque où Versailles n'existe pas encore. Au milieu du XVIIe siècle, le plus beau château du royaume est celui de Vaux-le-Vicomte, propriété de Nicolas Fouquet, surintendant des finances. En ce jour du 17 août 1661, c'est avec fierté que le maître des lieux fait visiter son domaine à Sa Majesté Louis XIV. C'est Louis le Vau, premier architecte du roi, qui a bâti le château. Les jardins, leurs surprises optiques, la scénographie des eaux et l'ampleur des parterres dessinés par le nôtre qui a multiplié les innovations émerveillent. Pour cette réalisation hors du commun, Nicolas Fouquet s'est entouré des esprits les plus élevés de son temps. Tandis que la cour s'extasie devant tant de magnificence, piqué au vif, le jeune monarque de 22 ans enrage. Patricia Bouchenaud-Deschamps est historienne, spécialiste du XVIIe siècle. Le 17 août 1661, Fouquet donne la plus incroyable fête jamais donnée par un particulier à un souverain. Pour Louis XIV, ce sera un coup de sang. C'est vraiment le moment où il va décider d'avoir, lui aussi, un château, une résidence qui soit à la hauteur de ce qu'il est, le souverain du royaume de France. L'emplacement choisi par Louis XIV sera l'ancien pavillon de chasse de son père, le défunt roi Louis XIII. Versailles est alors une petite paroisse d'à peine 1000 habitants. Versailles, c'est un choix paradoxal parce que c'est à la fois un choix logique. C'est le lieu de son enfance, c'est le château bâti par son père, Louis XIII. Ce sera un lieu qu'il connaît. C'est un lieu qui est à mi-chemin entre Paris et Saint-Germain, deux lieux de cour. Et en même temps, c'est un choix qui n'est pas forcément le plus évident au départ, puisque c'est un lieu compliqué. Pas d'eau en abondance, et donc ce choix-là va être un véritable défi. Le choix n'est pas très judicieux sur le plan technique, car le relais de chasse de Louis XIII est installé au sommet d'une butte très étroite et avec un grand dénivelé, puisqu'il y a environ une vingtaine de mètres de dénivelé. Et donc la plupart des architectes concluent qu'il sera très difficile d'édifier un grand château sur ce site. Et malgré cela, Louis XIV retient ce site et il va en découler trois conséquences. Premièrement, il va falloir drainer ce site, c'est l'origine du Grand Canal. Deuxièmement, il va falloir aménager toutes les pentes des collines environnantes, d'énormes travaux de terrassement. Et puis surtout, il va falloir niveler, c'est-à-dire apporter de la terre pour adoucir les pentes et permettre de réaliser de très amples constructions. L'apparente fermeté royale masque revirement et hésitation. Sa Majesté doit-elle faire démolir le relais de chasse de son père? Le surintendant Colbert et l'architecte Le Vau en sont partisans, d'autant que le bâtiment menace de tomber en ruine. Après bien des revirements, le roi finit par faire connaître sa décision. Tous doivent s'incliner. Le petit château sera conservé, charge à Le Vau de faire une proposition architecturale et à Colbert d'en chiffrer les dépenses.
Levaux imagine donc un projet audacieux, inspiré des palais de la Renaissance italienne. Autour du relais de chasse en briques, une enveloppe de pierre blanche vient ceinturer l'édifice de façon à intégrer les nouveaux appartements royaux. Quant au corps principal, il est coupé en deux pour faire place à une terrasse à l'italienne. Parallèlement à l'édification des bâtiments, un autre chantier tout aussi complexe est mis en œuvre. Celui du réseau hydraulique destiné à alimenter les premiers jets d'eau. Le système est si performant qu'il est encore largement utilisé de nos jours. C'est l'hiver au château de Versailles. Par crainte du gel, la quasi-totalité de l'installation hydraulique est hors d'eau. Le moment est propice pour l'entretien des bassins et pour opérer de multiples réparations sur le réseau d'alimentation. Aujourd'hui, Gilles Bulthez, le chef du service des fontaines, doit descendre effectuer une ultime vérification dans un lieu surprenant. Pénétrer dans ce dédale de voûte est exceptionnel. L'endroit n'est accessible que lorsqu'il est entièrement vidangé. Une opération complexe qui a lieu une fois par an. Alors là, nous nous trouvons sous les terrasses du château, dans le réservoir principal qui permet d'alimenter les fontaines du château de Versailles. D'habitude, dans ce réservoir, on a 1,80 m d'eau, donc ici, on serait sous l'eau. De manière exceptionnelle, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce réservoir vide, nettoyé, qui est tout propre pour le démarrage des grandes eaux qui va arriver sous peu. Ce réservoir situé sous la terrasse principale de Versailles a été créé en 1672 par François Francine, l'intendant des fontaines du roi. Prouesse d'ingénierie, après plus de 3 siècles de fonctionnement, l'édifice est parfaitement étanche. Les 3400 mètres cubes d'eau stockés ici assurent le fonctionnement de toutes les fontaines situées à proximité du château. Donc là, nous avons la marquise qui approvisionne le réservoir, l'eau du bassin des terrasses qui est au-dessus, donc en trop-plein, va être déversée par cette marquise dans ce réservoir. C'est un ouvrage qui date de Louis XIV, en fonte, très épaisse et qui a résisté tout ce temps-là. Il faut imaginer ici, il y a toute cette masse d'eau qui est déjà qui est là, qui a rempli le réservoir, et cette masse d'eau va pouvoir être envoyée aux fontaines par ce dispositif, de manière gravitaire. Toutes les fontaines du parc de Versailles fonctionnent grâce au système gravitaire depuis l'époque de Louis XIV. Il suffit qu'une certaine quantité d'eau stockée dans un réservoir en surplomb descende vers une fontaine pour qu'un jet d'eau se produise naturellement. Suivant le diamètre du tuyau et le pourcentage de la pente, la hauteur du jet d'eau varie plus ou moins. L'eau va vraiment descendre par son propre poids, l'homme ne fait rien. À Versailles, ce système il est utilisé partout. Donc d'un réservoir, on va alimenter une fontaine, et cette fontaine devient le réservoir d'une autre fontaine. Et ça, plusieurs fois. Et donc une première goutte d'eau va jouer 2 fois, si ce n'est 3, si ce n'est 4 fois. À Versailles, les ingénieurs ont dû être très inventifs. Ils ont utilisé tous les dénivelés du parc pour faire fonctionner en cascade des jets d'eau toujours plus nombreux. Volonté du roi oblige. À la belle saison, lorsque les réservoirs sont de nouveau remplis, c'est au tour du réseau d'alimentation souterrain des bassins d'être inspecté. Les fontainiers doivent en permanence s'assurer du bon fonctionnement de plus de 30 km de canalisation. Nous suivons le fontainier Guillaume Macaregui dans les entrailles du dispositif conçu au XVIIe siècle. Un labyrinthe de galeries voûtées en pierre de taille
serpente sous le jardin. Là, nous sommes en présence des premières fontes qui ont été posées au château de Versailles. Donc, c'est des morceaux de fonte de 1 mètre qui ont été assemblés ici, qui partent du réservoir du Souterre et qui alimentent le bassin de la Tonne. Donc, en fait, ils ne connaissaient pas encore les courbures. Donc, ils travaillaient sur les jointures des conduites. Donc, c'est 2 feuilles de cuir qui étaient assemblées, avec au milieu une feuille de plomb. Et à la longue, ils arrivaient à travailler sur les épaisseurs de joints et à faire une courbure comme ici. Ça fait donc 16 ans que je travaille sur des fontaines et il n'y a eu sur ces conduites-là aucune fuite. L'épaisseur de fonte qu'on a ici, c'est à peu près 2-3 cm. Donc c'était fait pour durer et la preuve, même au bout de 300 ans, c'est toujours là et toujours en état. L'introduction de la fonte a été la grande révolution dans l'hydraulique de Versailles. En effet, les premières conduites du parc étaient avant tout en bois ou en terre cuite. Elles fuyaient et se dégradaient rapidement. Mais à cause de sa rigidité, la fonte ne pouvait être utilisée que pour les plus grosses canalisations. Pour alimenter les jets d'eau, les fontainiers du roi ont dû recourir à un autre type de matériau plus malléable, le plomb. Alors ici, nous trouvons sous le bassin de la Tonne, donc sous le dôme, qui est un carrefour au niveau des fontaines. Donc cette fontaine-là reçoit l'eau des terrasses et elle alimente énormément de fontaines en contrebas. Donc c'est le point central de nos fontaines. Cette gigantesque araignée de plomb alimente les 74 jets d'eau du bassin de la Tonne. Dessiné en 1665 par André Le Nôtre, ce bassin est l'une des pièces d'eau maîtresses du parc de Versailles. Avec ses figures sculptées et recouvertes de feuilles d'or, elle est située en majesté, juste en contrebas de la terrasse principale. On a 2 types de canalisation. Donc celle-ci, qui a un diamètre plus important que l'autre. Donc en fait, à l'époque, ils faisaient couler le plomb sur une table de sable. Ils joignaient les 2 bords et ils faisaient une soudure côtelée, qu'on a là. Et sur des diamètres plus petits, ils arrivaient déjà à cintrer et à couler en forme de conduite. En 2008, le démontage complet de l'araignée du bassin de la Tonne a été réalisé par les fontainiers. Sa remise en place par soudure s'est effectuée en utilisant les techniques du XVIIe siècle. Nous, les fontainiers, on est juste de passage. Donc en fait, on essaie de garder ce qui a été fait et de passer ce patrimoine-là aux prochains fontainiers qui arriveront après nous. Donc on garde les méthodes de soudure et toutes les méthodes qui ont été utilisées à l'époque, qu'on essaie de perpétuer et de garder. En perfectionnant les canalisations, les scientifiques n'ont fait qu'aiguiser l'appétit du monarque pour les installations hydrauliques. Louis XIV est tombé fou des bassins, fontaines et jets d'eau. Il en veut partout. Mais contrairement au château de Vaux-le-Vicomte, installé en contrebas d'une rivière, Versailles se trouve à 142 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Et aucune rivière ne coule à proximité. Autant dire un site ingrat, sinon le pire endroit pour réaliser les multiples fontaines proposées par le nôtre. Excellent, monsieur le nôtre. Excellent. Dès lors, satisfaire les exigences du roi va se révéler un véritable casse-tête pour les meilleurs scientifiques de l'époque. Raphaël Morera est hydraulicien, spécialiste de l'alimentation en eau du parc de Versailles au XVIIe siècle. On se trouve sur le réservoir qui stocke l'eau alimentant les fontaines des jardins du château de Versailles. Initialement, l'eau des fontaines provenait de l'étang de Clagny. L'étang de Clagny se situe juste en contrebas, à quelques mètres d'ici. Il était de petite taille et essentiellement alimenté par les eaux de drainage provenant des forêts environnantes. Mais l'étang de Clagny présente l'inconvénient d'être situé à un niveau inférieur d'une dizaine de mètres à celui des fontaines de Versailles. Pour relever l'eau, on a dans un premier temps utilisé une pompe actionnée grâce à un cheval qui permettait de remonter l'eau suffisamment haut pour qu'elle puisse ensuite être redistribuée vers les fontaines du jardin. Cette installation permet de déverser quotidiennement 600 mètres cubes d'eau dans un réservoir. C'est loin d'être satisfaisant pour faire jouer en continu les premières fontaines du parc.
pour résoudre ce problème et pour satisfaire les demandes de Louis XIV, on a fait appel à l'intendant des fontaines, Denis Joly, qui était en fait le responsable et le technicien qui supervisait l'ensemble des travaux. Denis Joly décuple alors le système à l'aide de 2 manèges de 4 chevaux qui actionnent une pompe plus puissante. L'eau est alors propulsée dans un château d'eau situé en haut de l'édifice. C'est très performant pour l'époque, mais encore insuffisant pour alimenter un nombre croissant de jets d'eau. L'intendant des fontaines fait donc édifier un nouveau réservoir de 580 mètres cubes, dissimulé dans un bâtiment proche du palais, appelé Grotte de Thétis. Le dispositif est complété par 3 moulins à vent qui puisent l'eau dans l'étang de Clagny. Le système de pompage repose sur une technologie utilisée au XVIIe siècle. Une chaîne actionnée par le vent entraîne des godets qui élèvent l'eau dans un réservoir. Grâce à cela, les fontaines les plus proches du château sont enfin alimentées. Autant d'efforts payés en retour, puisque la grotte de Thétis, associée au manège à chevaux et au moulin à godets, permet à Louis XIV d'assister à l'inauguration de ses premières grandes eaux. Nous sommes le 17 août 1666. Le sourire de façade affiché par le roi dissimule mal son irritation. Le débit des eaux est trop faible, obligeant les fontaines à fonctionner par intermittence. L'été, les moulins tournent au ralenti, et à cause des fortes chaleurs, l'étang de Clagny est à son plus bas niveau. Enfin, le bruit assourdissant du moulin de Denis Joly indispose la cour. Le spectacle est loin d'être aussi grandiose que Louis XIV l'avait imaginé. Ce demi-échec valait-il une telle débauche de moyens? Ce monarque tout-puissant, il a besoin de le montrer dans toutes ses réalisations, et notamment cette volonté de domestiquer la nature, cette capacité à maîtriser les éléments. Et donc tout le grand projet hydraulique de Versailles est un projet qui oblige les scientifiques et les techniciens à se surpasser pour montrer qu'on peut faire d'immenses jardins où jouer plus de 1000 fontaines et jets d'eau. Versailles, centre du pouvoir, est aussi une cour savante, où la science est omniprésente. La création à l'initiative de Colbert de l'Académie des sciences en 1666 instaure un nouveau contrat entre le pouvoir et les savants. Ils sont désormais dégagés des soucis matériels. En échange, leurs recherches doivent servir au bien du royaume. Dans tous les domaines, de grands noms vont bientôt apparaître. Un projet a retenu l'attention de Colbert, celui d'un certain Pierre-Paul Riquet, baron de Pau-Repos. Le baron n'est pas un inconnu. Quelques années auparavant, le surintendant des finances lui a confié l'étude et le percement du canal du Midi. Riquet propose un projet encore plus démesuré. Détourner les eaux de la Loire au moyen d'un canal de plusieurs centaines de kilomètres permettant d'alimenter Versailles. Un contrat au coût exorbitant doit être signé. Mais Riquet va devoir s'armer de patience, car au dernier moment, Colbert se ravise et demande qu'un calcul de la pente soit effectué entre la Loire et Versailles afin de s'assurer de la viabilité du projet. C'est l'abbé Jean Picard, astronome et géodésien, membre de la toute jeune Académie des sciences, à qui revient la charge de l'étude. À Versailles, l'alimentation en eau est loin d'être l'unique centre d'intérêt du roi. À l'extrémité sud du Grand Canal, s'élevait un petit palais situé au cœur d'un étrange domaine, peuplé d'animaux incroyables. Un lieu qui marquait l'intérêt du roi pour une discipline scientifique très prometteuse au milieu du XVIIe siècle, les sciences naturelles. On se trouve dans un endroit qui a disparu, ce qui n'est pas courant à Versailles, où tout a été conservé, la grande ménagerie royale.
C'est toujours étonnant de penser que cette ménagerie, elle a été construite extrêmement tôt dans le règne de Louis XIV. Louis XIV vient à peine de prendre le pouvoir l'année d'avant. Son dessin, il est encore entièrement politique. Et l'une des toutes premières constructions architecturales qu'il ordonne, eh bien, c'est cette ménagerie, je dirais, dans un Versailles qui n'est même pas encore Versailles. Grâce aux plans et aux archives, il est possible de recréer l'élévation du bâtiment qui, magnificence royale oblige, a plus l'allure d'un petit château que celle d'un enclos. Une fois franchie l'entrée de la ménagerie, on trouve un corps de logis auquel succède une petite galerie qui mène à un surprenant pavillon octogonal surmonté d'un grand dôme. À l'étage noble du pavillon, un balcon permet aux visiteurs de bénéficier d'une vue plongeante, idéale pour voir de près et pour la première fois de nombreuses espèces animales. Il y a 3 grands types d'animaux. Les animaux qu'on disait paisibles, c'est-à-dire les grands oiseaux. Il y avait beaucoup d'oiseaux magnifiques, des grands pélicans, des haras, des perroquets. Et puis des animaux féroces aussi, avec les ours bruns. Et puis le clou du spectacle, bien entendu, c'était des animaux qu'on disait rares et exotiques, avec des autruches, des casoars, des dromadaires et même des crocodiles. Si Louis XIV fait construire cette ménagerie si tôt dans le règne, eh bien c'est qu'elle a évidemment un rôle politique, celui de servir son prestige et régner sur tous ces animaux venus du monde entier. C'était une manière aussi pour lui de se positionner en roi régnant sur les 4 parties du monde, qui était une image très employée au début du règne. La ménagerie royale, destinée avant tout à la propagande Louis XIVe, va permettre l'émergence d'une science nouvelle. Les savants de l'Académie vont profiter des nombreuses dépouilles de ce lieu surpeuplé, à la mortalité importante, pour les étudier et les naturaliser. Au Muséum d'histoire naturelle de Paris, cette discipline est toujours pratiquée sous l'œil attentif du conservateur Jacques Cuisin. Mais effectivement, avec une implantation de cette nature-là, c'est très très profondément. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, à l'époque de Louis XIV, on a à peu près tout ce qui nous entoure, à la fois dans la nature, et alors on ne parle pas de collection, mais dans les cabinets en tout cas. L'aigle royal, ça c'est sûr. Ces petits oiseaux-là également sont présents autour. On va avoir un peu plus exotique le sakier à face pâle qui vient d'Amérique, récemment découverte, et c'est effectivement une vraie curiosité. L'homme à la tête de ces travaux est l'académicien Claude Perrault, le frère du célèbre écrivain, premier commis de Colbert. Claude Perrault et la ménagerie de Louis XIV, c'est, on va dire, l'aventure de ce qu'on pourrait presque appeler les prémices de l'anatomie comparée, puisqu'il va bénéficier finalement de la ménagerie, qui est un apport constant, constamment renouvelé de bêtes exotiques qu'on n'avait pas vues en France. Et donc Claude Perrault va s'appuyer sur cette ressource pour pouvoir montrer, décrire et puis dessiner. Surtout, Claude Perrault va faire des avancées remarquables, en pratiquant des dissections et en les consignant méthodiquement. Ce qui est assez frappant dans ces planches, c'est qu'on va avoir représenté souvent des éléments comparables. Pattes, système digestif ou une partie du système digestif. Et c'est l'un des côtés très novateurs de Claude Perrault. Le premier, c'est de revenir à l'observation. L'observation fondamentale, issue de la dissection. Je dessine ce que je vois et je le décris. Ça, c'est très nouveau parce que Claude Perrault, du coup, s'inscrit en différence de ses prédécesseurs qui avaient tendance à compiler ou à répéter. Donc ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est effectivement de proposer un autre regard sur la zoologie, enfin en tout cas sur ce qui deviendra la zoologie plus tard. Claude Perrault est également l'instigateur d'une activité qui est en vogue à Versailles, l'anatomie spectacle. En effet, le roi et sa cour se précipitent aux séances de dissection publique. La science sous toutes ses facettes est en train de devenir une véritable passion pour le jeune souverain. Sur ordre de Colbert,
Voilà déjà plus d'un mois que l'abbé Picard et ses assistants arpentent les campagnes. Aujourd'hui, ils procèdent au dernier relevé de terrain. Ils vont leur permettre de calculer la différence de niveau entre la Loire et Versailles avec une précision inégalée. L'abbé Picard est un homme d'église, mais c'est surtout un homme de science, qui va révolutionner l'astronomie grâce à la précision de ses mesures. Il a inventé une lunette micrométrique qui permet de mesurer, par exemple, un degré d'arc du méridien avec une précision telle qu'il va en déduire le rayon de la Terre, et c'est extraordinaire, à 1 km près par rapport aux mesures actuelles. Cette lunette va servir aussi pour faire des nivellements et on atteint pratiquement le centimètre dans la précision, alors qu'auparavant, on faisait au mieux quelques dizaines de centimètres, voire 1 mètre. Les calculs de Picard sont sans appel. Le lit de la Loire est 54 mètres plus bas que les terrasses de Versailles. Le projet de canal n'est donc pas viable. Il va être abandonné. Pour autant, l'espoir d'amener de l'eau à Versailles subsiste. Lors de sa campagne de mesure, l'abbé Picard s'est rendu compte qu'un plateau situé à quelques lieues du château présentait de nombreuses ressources en eau. C'est le plateau de Saclay. C'est là où l'abbé Picard s'est rendu compte qu'il y avait une différence d'altitude entre le château de Versailles et ce plateau. Et dans le bon sens, avec une quinzaine de mètres de dénivelé, qui permettait de faire venir sur Versailles les eaux qui stagnaient et qui rendaient impropre pratiquement l'agriculture sur une grande partie de ce territoire. Le drainage est la seule solution pour assainir le plateau. La technique date des Romains. Elle va être habilement utilisée par les ingénieurs du roi. Vous voyez cet objet, il ne paye pas de mine. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un drain, c'est un tuyau en poterie. C'est la terre cuite, donc, qui est poreuse. Vous avez l'eau qui pénètre à l'intérieur et qui va s'écouler jusqu'aux rigoles par tout un système de drains de diamètre de plus en plus gros. Et l'exploit, c'est qu'on n'imagine pas que ces tuyaux-là, il y en avait de quoi aller de Lille à Marseille. 1200 km de ce type de drain sont mis en place et enterrés à 80 cm de profondeur, selon un système organisé en arêtes de poisson. Ce travail de titan réalisé à la pelle et à la pioche mobilisera pendant près de 3 années sur le plateau le nombre incroyable de 30 000 ouvriers. L'eau ainsi drainée va converger par gravité vers un système de ruisseaux artificiels. C'est l'ingénieur Thomas Gobert, successeur de l'abbé Picard, qui est en charge de l'étude de terrain. Il va réaliser un véritable tour de force. C'est un tout petit morceau des 90 km de rigoles qui existaient du temps de Louis XIV. En fait, l'ingénieur Gobert a réussi à encercler tout le plateau de Saclay de ces rigoles qui sont un exploit pour l'époque puisqu'elles ont une pente qui a été maîtrisée au niveau de 1,5 mm par mètre, ce qui est tout à fait exceptionnel. 10% des ruissellements de pluie étaient collectés dans ces rigoles et allaient se jeter dans l'étang de Saclay. Situé sur un point bas, l'étang de Saclay est la 3e étape de la collecte des eaux du plateau. Les ingénieurs vont en faire le point central du système. Il va permettre de stocker 1 200 000 m3 d'eau. Afin de recueillir de telles quantités d'eau sur des pentes aussi faibles, l'ingénieur Thomas Gobert a eu recours à un instrument de son invention. Il est révolutionnaire pour l'époque. Thomas Gobert va inventer un nouveau niveau de précision assez simple pour être utilisé sur le terrain facilement par les contremaîtres. Un système qui n'exige pas de calcul, contrairement à la lunette de l'abbé Picard qui demande des mesures d'angle. Et là, il va réunir 4 tubes de verre par de l'eau. Et cette eau va donner un niveau d'horizontalité parfait. 2 fils sont tendus entre les tubes de verre et à partir de là, on obtient une précision tout à fait raisonnable.
Le niveau de l'ingénieur Gobert est très performant. La marge d'erreur de la visée est de l'ordre de 1 mm pour 10 mètres arpentés. L'eau n'est plus qu'à quelques lieues de Versailles, mais il reste à franchir la vallée de la Bièvre, au niveau de Buc. C'est un aqueduc qui va permettre de l'enjamber. L'édifice mesure 580 mètres de long et culmine à une hauteur de 24 mètres. L'eau y coule sur une pente très faible de 40 cm de dénivelé sur toute la longueur de l'ouvrage. Un record pour l'époque. Une fois franchie la vallée de la Bièvre, l'eau est stockée dans une série de réservoirs situés à proximité du château. Bien que cette installation apporte de l'eau en quantité au parc de Versailles, elle ne résout pas tous les problèmes. En effet, elle n'alimente que la partie basse du jardin. Les hommes de science vont devoir chercher ailleurs d'autres ressources. À Versailles, la quête de l'eau est une histoire sans fin. La construction de Versailles avance. Le chantier s'est organisé. Pour la première fois, les nombreux corps de métier ont appris à travailler ensemble. Les bâtiments sortent de terre. Le chantier frappe par sa démesure. Au XVIIe siècle, il est incontestablement le plus grand d'Europe. Grâce à un travail de fourmi, les spécialistes reconstituent peu à peu ce chantier pharaonique qui va s'étaler sur plus de 50 ans. Les archives sont remplies de récits, mais un extraordinaire témoignage est parvenu jusqu'à eux. Il est unique. C'est le tableau du peintre Adam van der Meulen, réalisé vers 1680. Il fige pour l'éternité l'image du chantier de Versailles au moment où s'élèvent les grandes écuries. L'organisation du chantier n'a pratiquement pas bougé depuis le Moyen-Âge, puisqu'on voit au sol des tailleurs de pierre et en l'air les charpentiers, les grutiers qui travaillent dans des conditions extrêmement périlleuses, ce qui explique le taux très élevé d'accidents du travail et la mortalité élevée sur ces chantiers. Alors, sur le tableau, on voit bien les discussions, par exemple, entre le maître maçon qui est en train de dessiner le détail de la sculpture qui sera ensuite réalisée par le tailleur de pierre. On voit aussi l'utilisation des liants. On livre ici des sacs de chaux ou du mortier et on fait ici le mortier qui va servir à associer ces pierres sur l'édifice. Et on voit aussi sur ce tableau que les moyens de transport sont extrêmement rudimentaires puisque tout est amené avec des attelages cheval et tout est manutentionné à la main par des équipes de 3 ou 4 manouvriers. Alors on regarde aussi l'arrière-plan qui est la construction des ailes des ministres qui ont été rajoutées pour accueillir les grands ministères qui vont s'installer à Versailles. Alors l'intérêt de cette partie du chantier, c'est évidemment la taille des grues qui permettent d'élever les énormes pierres. Les grues de Versailles sont constituées de cages circulaires de grand diamètre, entraînées par l'énergie humaine. Sur l'axe de la cage, un treuil de petit diamètre élève de lourdes pierres en hauteur, selon le principe de la démultiplication des forces. L'aspect le plus fascinant de ce tableau, c'est le troisième élément, c'est qu'en réalité, le roi s'invite sur le chantier puisqu'il traverse avec le carrosse royal tiré par 6 chevaux blancs ce chantier et il arrive dans la cour. Et c'est ça le grand message du tableau de van der Meulen. Peintre des batailles de Louis XIV, c'est que Louis XIV livre une autre bataille pour se faire livrer son château et il traverse le chantier comme s'il venait là pour vérifier que tout se déroulait convenablement. À l'intérieur du palais, le monarque veille également à tout. Les grands décors peints par Lebrun, les moulures baroques richement dorées à l'or fin, feront bientôt la réputation de Versailles. Mais par-dessus tout, un matériau sera le reflet de la gloire du roi et de sa politique, le marbre. Pierre des dieux, des empereurs et des rois, le marbre est à la mesure du souverain. Sol, lambris, colonnades, cheminées, Louis XIV en voulait partout.
Ce marbre, c'est l'éternité qu'il désire et la jeunesse qu'il veut conserver. L'universitaire Sophie Mouquin a dépouillé des centaines de documents. Elle retrace l'origine et recompose l'histoire des pierres utilisées sur la totalité du palais de Versailles. Une recherche unique, étalée sur plus d'une dizaine d'années. Ici, nous sommes dans le salon d'Hercule. C'est un salon qui est extrêmement intéressant, parce qu'il est une sorte de résumé du goût de Louis XIV dans le domaine de la décoration et notamment dans le domaine des marbres. Et c'est un des plus beaux salons de la suite des grands appartements qui résume toute la politique des marbres de Louis XIV, notamment dans le choix des différentes essences. Donc ici, nous avons un échantillonnage des 4 essences qui sont utilisées dans le salon d'Hercule, essences de marbre. La première, ici, qui fait l'encadrement de ce bas lambris, c'est le marbre de Campan. Campan est une carrière qui a plusieurs variétés, plusieurs teintes. Et ici, c'est du Campan qu'on dit grand mélange, c'est-à-dire un marbre qui comprend à la fois ce rouge profond, des veines blanches et puis ce vert quasiment amande, par endroits très pâle. Ensuite, le centre, les panneaux centraux des lambris sont composés de ce magnifique marbre de Saint-Rancolin. C'est un marbre magnifique dans ses couleurs, bien sûr, avec de l'agate, du ponceau, une grande diversité, mais également, vous voyez, dans ces sortes de panneaux quasiment abstraits. Autre marbre encore, le marbre de Rance, qui lui est un marbre belge, marbre que l'on retrouve partout dans le château, en pilastres et en colonnes. Marbre également extrêmement beau dans ses couleurs et dans son veinage. Et puis l'inévitable marbre blanc veiné de Carrare, qui compose tout le fond des décors des grands appartements dans le domaine marbrier. Le roi a une politique de l'excellence. Il veut le plus beau, quel qu'en soit le coût. Donc, quand le plus beau marbre est italien, on prend du marbre italien. Quand le plus beau marbre est aiguillé, on prend le plus beau marbre dans les anciens Pays-Bas méridionaux. Mais si l'on peut, et tant que l'on peut, on utilise du marbre français. Il y a quand même une volonté de montrer aussi que le royaume de France, en son sein, en sa terre, possède des marbres aussi beaux que ceux d'Italie. Cette politique de l'excellence nationale va conduire le surintendant Colbert à chercher à exploiter de nouveaux filons aux confins du royaume. Nous sommes au beau milieu de la chaîne des Pyrénées, dans la carrière de Campan. L'abondance et la beauté de ces marbres en ont fait un des matériaux les plus prisés du palais de Versailles. L'exploitation s'est arrêtée à la fin du XXe siècle, mais des spécialistes de géologie poursuivent l'inventaire de ce lieu unique. L'eau, c'est magique, ça fait ressortir les éléments du marbre comme s'il était poli. Voilà du verre. C'est le verre Campan. Alors bien... Et là, il est pur, quoi. Alors des fois, il est mélangé avec des amygdales roses, mais là, c'est le verre vert. Et donc on le trouve dans les niches de la galerie des glaces. Ce sont des sédiments calcaires qui se sont déposés dans des eaux peu profondes et étaient mélangés avec ça le fer provenant de la dégradation des granits du mica. Et c'est le fer qui a donné les couleurs de base vert, rose, rouge. Et une fois déposé, il y a une compression qui s'est faite et c'est un calcaire qui a été compacté. Sur une terrasse située en contrebas, affleure une nouvelle dominante de couleurs. Ah, c'est superbe. Il y a toutes les couleurs. C'est ce qu'on appelle le grand mélange. Mais là, c'est le rubané parce qu'il y a du ruban. Voilà, mais c'est magnifique, quoi. La carrière de Campan a la particularité d'être située sur un important affleurement de marbre. L'exploitation à ciel ouvert s'en trouve facilitée. Une facilité toute relative compte tenu des moyens du XVIIe siècle. Voilà, pour extraire le bloc de la masse, il creusait un sillon, une encoignure 30 cm de profondeur en V.
Et ça permettait d'enfoncer des coins dedans, et puis qui bourraient à coups de masse pour faire éclater la roche. Un travail très difficile en carrière. Il travaillait de mai à fin septembre, début octobre. Il y a la chaleur et puis tous les dangers d'extraction que ça pouvait donner. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de victimes, de mains, de pieds écrasés. C'est très très dur, oui. C'est la première phase, vraiment, avant d'arriver à Versailles. De taille standard, chaque bloc extrait pèse en moyenne 3 tonnes. Ensuite se pose le problème de l'acheminement vers la plaine. Une tâche ardue, tant les routes de montagne sont escarpées. C'est le chariot typique qui permettait de transporter les blocs. Il y avait donc une compagnie, ça s'appelle les compagnies Chantemerde, qui avait 14 ou 15 chariots ferrés à essieux renforcés. Donc il y avait un bloc par chariot. Et donc jusqu'en 1713, le transport se faisait par la vallée. Alors il y avait des montées, il y avait des descentes. En descente, 1 ou 2 paires de bœufs. Mais dès qu'il y avait une montée, il passait à 15 paires. Arrivés à Montrégeau, les blocs sont chargés sur des radeaux, puis des gabarres, seules embarcations susceptibles d'affronter les caprices de la Garonne. Commençait alors un long et périlleux voyage en direction du port de Bordeaux. Ensuite, les blocs sont embarqués à bord de navires marchands qui longent les côtes et contournent la Bretagne. Arrivés à Rouen, des bateaux à fond plat assurent la dernière partie du voyage, la plus harassante, remonter la Seine à contre-courant. De Campan aux ateliers de façonnage parisiens, chaque bloc a effectué un voyage de 1900 km, échelonné sur une période de 3 mois, dans le meilleur des cas. Une logistique incroyable pour l'époque. La décoration de la Galerie des Glaces, qui a nécessité du marbre en abondance, est l'endroit où le savoir-faire des marbriers s'est exprimé d'une façon remarquable. Cette galerie est passionnante parce qu'elle est la quintessence de ce qu'est Versailles, un décor, un théâtre, où tout a l'apparence de la perfection, mais où en réalité il y a de savoureuses imperfections. Et le marbre, qui va constituer un tiers de la dépense de la galerie, donc c'est colossal, en est la démonstration. Il y a en effet au centre de la galerie 4 niches. 3 niches sont comme celle-ci, à fond vert, c'est du marbre de Campan, et elles accueillent des statues féminines. Une 4e niche côté jardin, et elle à fond rouge, toujours du marbre de Campan, et accueille, elle, une statue masculine. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait eu là une conception géniale de la part de l'architecte Mansart, qui avait imaginé, comme ça, faire un fond différent pour une statue masculine. La réalité est tout autre, c'est une précipitation du chantier. Le roi est pressé, il faut aller vite. Et il y a en fait 2 équipes différentes de marbriers qui ont travaillé pour ces 4 niches. Les 2 équipes ont été se servir en marbre de Campan. Simplement, une équipe a pris du vert, la 2e équipe a pris du rouge. Ils ont taillé ensuite les blocs, puis on s'est rendu compte qu'il y avait une différence. Et on a à ce moment-là décidé de mettre intelligemment une statue masculine pour justifier cette savoureuse différente. Et c'est là vraiment l'esprit de Versailles. C'est magnifique, mais ça n'est pas dans la perfection que si souvent l'on associe à tort au règne de Louis XIV. Autre matériau phare de la galerie, les miroirs. Ils couvrent le tiers de la surface. La mise en place des 17 fameuses arcatures garnies de 357 miroirs est pour l'époque une prouesse technologique encore jamais réalisée. Objet de toutes les attentions, leur restauration a été effectuée par le miroitier des monuments historiques, Vincent Guerre. Plus de 70% sont les miroirs d'époque qu'il a fallu absolument conserver et préserver, ce qui est une des magies de la galerie. Et là, on voit parfaitement la distinction entre les miroirs d'époque biseautés et sur la droite, un miroir qui lui n'est pas biseauté, qui sont les miroirs sur lesquels nous sommes intervenus et qu'on a changé. Donc là, vous avez vraiment très bien la différence entre les deux qui est visible à l'œil nu, même par un néophyte. Donc on a voulu une espèce d'unité de couleur, une unité esthétique, mais en permettant quand même une lecture historique. Pour réaliser ce chantier hors du commun, Vincent Guerre a dû puiser dans un trésor, son stock de miroirs anciens qu'il a patiemment réunis dans son atelier.
C'est ici que l'artisan prépare avec minutie les découpes destinées à ses futurs chantiers. Là, je vous montre les gestes de base du miroitier, qui est celui de la coupe. Après avoir passé un corps gras, le principe est de rayer le verre. Alors aujourd'hui, on fait ça avec des roulettes de carbure de tungstène. À l'époque, on faisait ça avec des pierres dures ou des diamants. Et ce qui est important, c'est d'entendre ce qui se passe. Et au bruit que ça fait, je sais d'avance, si je rappelle ça discuter avec le verre, je sais d'avance si ma coupe va marcher ou pas. Avec tous les aléas qu'il y a autour, le 100% n'existant pas. Et on vient chercher un point d'appui en dessous de là où on a coupé. Et on découpe. Je vais vous montrer une petite coupe un petit peu différente. Où là, on peut couper non plus sur une ligne droite, mais une ligne courbe. Pour Vincent Guerre, chaque découpe nécessite une concentration doublée d'un geste d'une rigueur absolue. Car ces miroirs, qui ne sont plus fabriqués depuis longtemps, sont des miroirs au mercure. Des pièces de collection devenues au fil du temps pratiquement introuvables. À l'époque de Louis XIV, ils sont tout aussi rares et pour l'aménagement de la Galerie des Glaces, l'architecte en chef est face à un problème. Il n'existe aucune fabrique industrielle de miroirs dans le royaume. C'est auprès des artisans vénitiens qu'il va falloir se tourner. Très vite, la tentation va être de leur arracher leurs secrets. À ce moment-là, on a utilisé de l'argent, des femmes de petite vertu, des espions, et ces ouvriers sont venus travailler en France, mais sont venus travailler en collaboration avec des familles de verriers français qui existaient déjà. Et ces ouvriers italiens ont servi de maîtres en fait à des ouvriers français, des familles de maîtres verriers qui existaient déjà ici, mais qui n'avaient pas cet essor industriel. Comme Colbert est intelligent, il sait qu'il faut créer un outil. Et donc cet outil va s'adosser aux personnes existantes. Entre autres, c'est la famille Lucas de Neuhoux qui va fonder sa première usine en dessous de Cherbourg, à Tours-la-Ville. Voilà comment le surintendant des finances Colbert est à l'origine de la création de la manufacture des verres de Saint-Gobain, aujourd'hui leader mondial du secteur. Près de Saint-Étienne, sur le site de Saint-Just, les ouvriers soufflent toujours le verre selon les gestes des maîtres verriers du XVIIe siècle. Les miroirs de la Galerie des Glaces sont de ce type-là. Ils sont fabriqués à l'époque, jusque dans les années 1700, avec du verre soufflé. C'est-à-dire qu'on prend la matière en fusion, cette matière est soufflée au bout d'une cale, on fabrique un manchon, donc un manchon circulaire. On découpe ce manchon, on l'étale sur une table, on aplatit et on a une plaque de verre qui avait au maximum dans les dimensions 70 à 90 cm, à peu près 1 mètre. C'est les dimensions de la Galerie des Glaces. On a fabriqué et on s'est servi à la Galerie des Glaces de ce qu'on savait faire de mieux à l'époque. Et dans les années 1700, on a un nouveau procédé qui est mis en place en France et on vient couler les miroirs. C'est-à-dire qu'on a toujours la même matière du verre en fusion, mais qui là est amenée sur une table en fer qu'on appelle une carquaise, est écrasée en gros rouleau à pâtisserie. Ensuite, une fois que cette pâte est totalement étalée, on remet les plaques au four à cuire doucement et on a à ce moment-là des plaques qui peuvent être de valeur très très importante avec 2 mètres, 3 mètres de haut, 1,50 m de large, mais qui sont encore une fois des choses extrêmement rares. Saint-Gobain, on trouve des écrits au début du XVIIIe siècle où ils sont très contents d'avoir fabriqué dans l'année 17 plaques de verre. Donc c'est vraiment un matériau qui est très peu courant, très onéreux, très cher et qui est réservé à des élites. Pour assurer au verre une transparence optimale, commence la délicate opération du polissage. Une étape longue et fastidieuse. Il faut qu'elle soit absolument polie des 2 côtés pour ne pas avoir de diffraction lumineuse à l'intérieur, de distorsion esthétique. Donc on prenait 2 plaques de verre qu'on mettait l'une sur l'autre. On mettait des poudres de plus en plus fines, on les frottait l'une sur l'autre. Mais ça prenait pas loin de 2 mois pour fabriquer, pour polir les verres d'un côté et de l'autre. À partir de ce moment-là, on disposait une feuille d'étain, et tout ça à chaud. Et sur la feuille d'étain, on mettait pas loin de 50 kg de mercure par mètre carré. Le mercure avait pour propriété de faire exploser les particules d'étain, lesquelles particules d'étain viennent se coller à l'arrière du miroir, donc à l'arrière de la surface qu'on leur propose.
Et le mercure s'évaporait en partie, ce qui créait d'énormes problèmes pour la santé des ouvriers. Et on le réutilisait jusqu'à plus fin, et surtout fin des ouvriers, puisque la respiration du mercure à l'état chaud et gazeux était absolument toxique et était extrêmement dangereuse à l'époque. L'édification de la Galerie des Glaces, geste architectural, théâtral et spectaculaire, est à l'origine d'une révolution industrielle majeure. Cette commande d'État va permettre au Royaume de France de devenir un pays exportateur de miroirs à destination de toute l'Europe. Une réussite industrielle qui perdure encore. En 1678, Louis XIV annonce que la cour sera sous peu installée à Versailles. Le château devient le siège du gouvernement et donc le véritable centre du royaume. Ce n'est plus une poignée de privilégiés, mais près de 3000 courtisans qu'il va falloir accueillir. Une nouvelle fois, les architectes vont devoir agrandir, aménager, transformer le palais. Entre-temps, les besoins en eau des 1700 fontaines et bassins qui ornent désormais les jardins ont décuplé. Malgré tous les efforts des ingénieurs, le réseau hydraulique de Versailles ne parvient pas à les alimenter. Louis XIV ne lâche pas prise. Ce matin, le roi excédé a fait convoquer Colbert et Mansart. Il leur aurait tenu ces propos. « La Seine est à une lieue d'ici, en bas du coteau de Louvciennes. Faites-lui escalader ce coteau. Quant à la machine qui doit faire monter l'eau de la Seine, demandez-la à ces messieurs de l'Académie. » Mansart et Colbert, en bons courtisans, auraient répondu « Nous nous adresserons demain aux savants, et l'eau montera jusqu'au ciel, s'il plaît à votre majesté. » Colbert a déjà eu recours aux concours internationaux pour sélectionner les meilleurs talents du moment. Il l'a fait pour la cour carrée du Louvre et pour le chantier de l'enveloppe de Levaux en 1669. Donc c'est un concours d'idées qui va mettre en concurrence plusieurs équipes, dont des équipes anglaises et une équipe liégeoise. Et c'est l'équipe venue de Liège qui va gagner. Alors elle est emmenée par Arnold de Ville, qui appartient à une famille d'exploitants miniers, et c'est associé à lui Renquin Sualem, qui est un maître charpentier, qui va donc transposer une machine qui relève l'eau dans les mines de charbon et en faire une machine élévatrice au bord de la Seine. Le principe de cette machine est simple. Une roue à aube actionne une pompe souterraine par l'entremise d'une double tringle en fer. Mais le pari de Versailles est d'une toute autre envergure. Comment les concepteurs vont-ils s'y prendre pour acheminer des milliers de mètres cubes d'eau à partir d'une machine conçue selon ce système, mais installée à une dizaine de kilomètres du château? Nous nous trouvons sur les bords de la Seine, sur l'emplacement de l'ancienne machine de Marly. Le défi du concepteur de la machine a été considérable compte tenu des techniques de l'époque. En effet, pour réaliser la machine de Marly, on a commencé par réaménager le cours de la Seine afin qu'elle offre le courant nécessaire pour actionner les 14 roues à aube de la machine. Les 14 roues à aube actionnaient des pompes qui étaient réparties sur 3 niveaux différents. Construire une installation aussi colossale suppose de repousser les limites technologiques de l'époque. La machine de Marly est un des plus grands défis scientifiques du XVIIe siècle. Ses concepteurs n'ont pas choisi le nombre de roues au hasard. 14 roues à aube qui symbolisent la puissance de Louis le XIVe. Mais attardons-nous sur les entrailles de cette fabuleuse invention. Chaque roue, de 12 mètres de diamètre, entraîne par rotation un premier système de pompe qui aspire l'eau de la Seine et la refoule par des conduits dans un puisard situé à 50 mètres de hauteur sur le coteau. De là,
Une deuxième batterie de pompes reprend l'eau pour la renvoyer 56 mètres plus haut, et ainsi de suite. Les 162 mètres de dénivelé sont assurés par près de 250 pompes. Une prouesse inouïe dont il ne reste presque aucune trace sur le coteau de Louvciennes. La machine a été détruite en 1817. Une canalisation héritée du siècle dernier part encore à l'assaut de la colline. Au sommet, domine toujours l'aqueduc majestueux de 20 mètres de haut par lequel s'écoulait l'eau de la Seine en direction de Versailles. Alors, la machine de Marly n'a pas tenu toutes ses promesses. Elle relevait d'un défi scientifique et technique hors de portée à cette époque. L'ambition était d'amener environ 6000 m3 d'eau par jour et très rapidement, le débit a été de 3500. En réalité, cette machine était d'une complexité inouïe. Sa taille était démesurée, 65 mètres sur 63. 100 000 tonnes de bois pour la faire fonctionner, 17 000 tonnes de fer, des articulations très complexes en cuir et en plomb, et donc cette machine tombait tout le temps en panne. Les 643 mètres de l'aqueduc de Louvciennes, construit par Mansart, vont cependant quotidiennement déverser des millions de litres d'eau en direction des bassins et fontaines de Versailles. Malgré cette réussite qui n'est que partielle, le roi peut s'enorgueillir qu'un projet aussi ambitieux ait pu être mené à son terme sous son règne. Le roi était très content de sa machine. La meilleure preuve en est, c'est qu'il a anobli son concepteur et qu'il lui a attribué une gratification exceptionnelle de 100 000 livres. C'est le montant le plus important qui ait jamais été attribué pendant le chantier de Versailles et qui était accordé aux entrepreneurs qui étaient estimés les meilleurs. À Versailles, les travaux du parc qui entoure le château sont en voie d'achèvement. Ici aussi, les exigences du roi sont comblées. Démarche artistique et créativité prévalent. Fontaines, bosquets, parterres, statues, chaque pièce bien qu'unique forme une entité qui révolutionne l'art de la composition des jardins. À l'origine de ce chef-d'œuvre, André Le Nôtre. Le créateur des jardins à la française ne laissait aucun détail au hasard. Contrôleur général des bâtiments du roi, il était proche des milieux scientifiques. Son secret était peut-être là. André Le Nôtre, c'est un héritier. Son grand-père était déjà jardinier du roi. Son père était non seulement jardinier du roi, mais dessinateur des jardins du roi. Et lui-même cumule ces deux fonctions. Il est surtout l'ami de Louis XIV, l'ami intime. Ils ont pour point commun la passion des collections, de peintures, de bronzes, de médailles. Il y a une véritable intimité entre les deux hommes. C'est ce qui va leur permettre de faire des créations telles que Versailles. Le jardinier du roi sait comme personne fixer l'œil des visiteurs à l'aide des parterres et des jeux d'eau. Mais il est tout aussi célèbre pour ses perspectives uniques, ces grands axes qui donnent leur ampleur au jardin. Dans l'axe principal de Versailles qui s'étend au-delà du Grand Canal, il va s'attacher à créer la plus remarquable des perspectives. Elle conjugue avec talent les arts et les sciences. André Le Nôtre, ici à Versailles, s'est trouvé confronté au même problème que dans toutes les résidences d'Île-de-France, à savoir des étendues extrêmement vastes et un relief très peu prononcé. À Versailles, ce sont 3 km de perspective, 30 mètres de dénivellation. Alors comment créer quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant? Eh bien, il va mettre en œuvre sur le terrain des procédés optiques parfaitement connus des mathématiciens, des architectes, qui consistent à utiliser des anamorphoses et des collimations. L'anamorphose est le principe optique qui permet à Le Nôtre de compenser la diminution apparente des parties lointaines du Grand Canal. Pour y parvenir, il inscrit les figures de sa composition dans un secteur angulaire qui part de la cour carrée, passe par les parterres d'eau et englobe le bassin de Latone et plus loin le bassin d'Apollon.
À son tour, le Grand Canal s'inscrit dans ce même secteur angulaire. Ainsi, plus les figures géométriques sont éloignées, plus elles sont agrandies. Vu sous un autre angle, l'ensemble des éléments constitutifs du Grand Canal semble ainsi de même dimension. Mais le génie de Lenôtre va plus loin encore. Il s'attache à nous faire apprécier les perspectives dans le mouvement. C'est ce qu'on appelle la collimation. Il faut véritablement progresser dans le cheminement de cette allée pour pouvoir découvrir les séquences imaginées par Lenôtre. On va découvrir le bassin d'Apollon, puis le tapis vert magistral dans sa longueur qui apparaît au début juste comme un carré et qui va s'étirer progressivement. Et il faut avancer véritablement jusqu'au bord de la terrasse et aux premières marches pour là découvrir toute l'ampleur du bassin de la Tonne et les parterres qui l'encadrent. C'est la grande surprise de cette promenade. Point final de cette construction optique, le Grand Canal. Aujourd'hui, il est constellé de petites embarcations pour le plus grand plaisir des visiteurs. Il n'en a pas toujours été ainsi. Dès 1669, une impressionnante flottille évoluait dessus. Rarement évoqué, le sujet n'est connu que de quelques spécialistes. Nous sommes dans la banlieue de Bruxelles, le long des canaux d'Anderlecht. Nicolas Joschko est sur la brèche. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Un mauvais temps on a mis à l'eau, quand on navigue, il fera beau. Voilà. Ce spécialiste d'architecture navale a réalisé un rêve fou. Il y a 2 ans, il a mis en chantier une réplique de l'un des vaisseaux de la flottille du Grand Canal. On est à 4800 heures de travail alors. 4800 heures de travail. La licorne a été construite suivant les méthodes employées par les charpentiers de marine de l'époque. C'est une réplique à l'échelle 1/4 de l'un des fleurons de la marine française sous Louis XIV. Le choix de ce format n'est pas fortuit. À cause du tirant d'eau, les bateaux qui naviguaient sur le Grand Canal devaient être de taille réduite. Aujourd'hui, Nicolas Joschko est en compagnie d'Amélie Dufrétet, une chercheuse qui a su exhumer les rares documents qui existaient de cette époque. Ils étaient soit oubliés, soit éparpillés dans les archives des bibliothèques. La première inspiration a été la figure de proue, enfin l'illustration de la figure de proue du Triomphant, qui est un des bateaux de la flottille du roi, qui avait une licorne en figure de proue. En bon belge, il y a une autre licorne qui vient au souvenir, et bon, il y a quelque chose qui se passe. La deuxième source d'inspiration, c'est cette deuxième illustration-ci, où on voit en effet un bateau qui donne déjà des proportions pour développer un projet de construction ici à Bruxelles. Grâce à l'analyse des gravures, il est possible d'inventorier les différents bâtiments qui évoluaient sur le Grand Canal. Loin d'être un instrument de parade, cette flottille est un projet d'une toute autre grandeur. Les archives révèlent que certains de ces navires sont des prototypes qui ont mobilisé les meilleurs architectes du royaume. C'est Colbert qui, voulant en fait sensibiliser Louis XIV à la marine, s'est dit que le meilleur moyen c'était de placer des bateaux du monde entier et des bateaux traditionnels français sur le Grand Canal de Versailles. Alors on va avoir des chaloupes traditionnelles qui pouvaient naviguer à la voile et à la rame, et on avait également des vaisseaux de haut bord, donc à la fois des vaisseaux marchands, mais aussi des galères. Donc voilà, comme cette magnifique galère royale qui était donc très très ornée, comme l'exigeait en fait ce type de bâtiment qui était symbole de la puissance royale évidemment. Donc avec à la fois des sculptures et des dorures. Très vite, la flottille acquiert un tel prestige que les nations étrangères cherchent à obtenir leur représentation sur le Grand Canal.
Alors, on va avoir du coup les gondoles de la République de Venise qui sont très très ornées avec des sculptures comme on ne peut pas imaginer aujourd'hui, évidemment, puisqu'aujourd'hui les gondoles sont noires et donc très sobres, alors qu'à l'époque, elles étaient ornées de sculptures dorées, donc ça devait vraiment être très très impressionnant. Convoquer sur le Grand Canal des bâtiments étrangers, c'est en quelque sorte faire comprendre aux yeux du monde que désormais tout se passe à Versailles. Ce jour de 1675 marque le couronnement d'intenses efforts diplomatiques. Louis XIV peut enfin découvrir l'esquisse des yachts commandés 2 années auparavant au constructeur anglais Sir Anthony Deane. Avec attention, M. de Croissy, l'ambassadeur, recueille les dernières recommandations de Sa Majesté. Le roi veut l'assurance que ces yachts aient un tirant d'eau raisonnable pour rester manœuvrable à la voile en toutes circonstances sur son canal. En réalité, cette négociation dépasse largement le bon plaisir du monarque. Derrière ces tractations se dissimule déjà une guerre technologique. En matière de construction navale, les Anglais ont une réputation incomparable. Ces bateaux ont été construits à une période où on était en lien avec l'Angleterre. Sauf que plus tard, on a reproché à Sir Anthony Deane d'avoir livré des secrets scientifiques à la France et il a été emprisonné dans la Tour de Londres. La perfide Albion. Ouais, complètement. Il y a beaucoup d'espionnage, puisqu'en fait, au moment où ces bateaux ont été construits, des marins étaient envoyés dans les arsenaux avec la mission vraiment définie de faire des rapports à Colbert notamment sur comment on pouvait rationaliser aussi les constructions dans les ports de France. Aujourd'hui, de cette flottille composée de dizaines d'embarcations, il ne reste quasiment aucune trace. À trop subir les outrages du temps, le bois finit par disparaître. C'est tout l'intérêt du travail de reconstitution que Nicolas Joschko a mené en construisant sa licorne. Une fois reçus les aménagements intérieurs, les gréements et l'ensemble de la voilure, la licorne sera prête à prendre la mer. Elle sera alors telle que la cour pouvait la voir lorsqu'elle sillonnait le Grand Canal. C'est clair que, vu l'inspiration de l'origine du projet de la licorne, ce qui serait génial pour nous, c'est de pouvoir un jour voir naviguer la licorne à Versailles sur le Grand Canal. Testés à Versailles, des bâtiments comme la licorne ont fait la grandeur de la flotte du roi. Mais l'architecture navale n'est pas l'unique domaine inattendu où les avancées sont considérables. Proche du château, situé à côté de la pièce d'eau des Suisses, mais invisible derrière ses hauts murs, se trouve le potager du roi. Centre d'expérimentation, à la fois jardin fruitier et jardin potager, ce domaine est entièrement consacré à une science naissante, à la fois utile, agréable, nécessaire et à la mode au XVIIe siècle, l'horticulture. Ce trajet est l'un de ses préférés. Après avoir descendu l'escalier de l'orangerie, le roi Soleil longe la pièce d'eau des Suisses pour franchir l'imposante grille royale, parfois accompagné des plus grands monarques du XVIIe siècle. « 10 minutes de promenade pour atteindre son potager. Un lieu unique, à la fois par sa taille et par la diversité des variétés de légumes et de fruits qui y sont cultivés. Les rares privilégiés à partager la visite du roi sont éblouis par les prouesses horticoles du maître des lieux, le jardinier en chef, Jean-Baptiste de la Quintinie. Le potager du roi de Versailles est probablement le plus grand potager aristocratique du XVIIe, XVIIIe et même au-delà. La dimension ici est hors norme, comme pour tout Versailles. Et Jean-Baptiste de la Quintinie, quand il dessine ce jardin, quand il le construit avec Mansart, avec le nôtre, on est dans l'archétype, avec un bassin central, une orientation par rapport aux points cardinaux, et à partir de ce bassin central, toute une série de jardins autour. Au grand désespoir du jardinier du roi, le terrain qui lui est concédé au départ se situe aux abords de l'étang Puant, une vaste zone marécageuse. Une fois encore, il va falloir drainer,
et procéder à un jeu de vases communicants. La terre du creusement de la pièce d'eau des Suisses, qui jouxte le jardin, servira à remblayer, celle des collines environnantes, à l'enrichir. Au final, une dizaine d'hectares quadrillés de murs sont rendus propres à la culture, au pied du château royal. Les murs sont bien évidemment là pour protéger les fruits et légumes des maraudeurs, des voleurs, mais les murs sont une sorte d'invention bioclimatique. C'est un moyen d'éviter que le vent passe, protégé du vent. C'est un moyen d'accumuler de la chaleur la journée pour le restituer la nuit. C'est même peut-être un moyen de créer des systèmes de capillarité pour l'eau, pour donner de l'humidité et de l'eau aux arbres, même dans leurs branches supérieures. La Quintinie va s'efforcer de répondre au désir d'un roi qui veut maîtriser la nature, notamment lorsque Sa Majesté veut déguster des légumes hors saison. Des cultures vont sortir de terre en bravant les lois de la nature et les caprices de la météo. Une des innovations de laquelle la Quintinie est le plus fière, c'est de réussir à faire pousser des asperges au mois de décembre ou au mois de janvier, où là, précisément, il fait une couche sourde. Une couche sourde se passe dans la terre et, comme le mot le dit, c'est une chaleur sourde qui dure plus longtemps. Le principe de cette culture est d'installer une couche de terreau sur une épaisse couche de fumier de vache ou de cheval en fermentation. Si besoin est, on recouvre le tout d'un châssis de verre. La température de la terre grimpe, la pousse des racines s'accélère. À l'arrivée, la période de récolte s'est considérablement allongée. La Quintinie va réussir à fournir au roi des asperges au mois de décembre, au mois de janvier, des radis, des laitues au mois de février, au mois de mars, des fraises au mois d'avril, des fraises et des petits pois au mois d'avril, au mois de mai. Si tout le monde mange des pommes, Louis XIV mange des figues, parce que tout ce qui est hors de portée du peuple est source de puissance. Le roi raffole des figues, au point d'obliger la Quintinie à faire de nouveau des miracles. Pour le faire, il a développé une figuerie sur le modèle de l'orangerie, une nouveauté à son époque, la seule bâtiment comme ça, où il bouge les figuiers en pot de l'intérieur à l'extérieur, l'extérieur à l'intérieur, selon les saisons, selon les moments, selon la chaleur de la journée. Nous, aujourd'hui, à la différence de la Quintinie au XVIIe siècle, on ne cherche pas tant à cultiver nos figuiers en pot, nous, on veut les mettre en pleine terre. Là, on a une variété qui produit 2 fois dans l'année. Mais la Quintinie, au XVIIe siècle, grâce à la finesse et au savoir-faire de ses jardiniers, réussira à sortir des figues sur 7 mois de l'année, à partir du mois de mai jusqu'à fin novembre. La figuerie de la Quintinie était comme l'actuelle orangerie de Versailles, un bâtiment voûté avec des murs très épais. À l'orangerie, leur épaisseur est de 5 mètres, et les seules ouvertures sont d'immenses doubles fenêtres orientées au sud. Depuis 350 ans, grâce au microclimat naturel qui règne à l'intérieur, aucune gelée n'y a été constatée. Quand la température est clémente et afin de remédier au transport manuel des 700 figuiers en pot, un certain Valentin Lopin invente une machine spéciale armée de treuils et de poulies pour déplacer aisément les arbres à l'extérieur de la figuerie. L'hiver, la culture potagère se trouve ralentie. Mais pour les milliers d'arbres fruitiers, c'est la pleine période de taille. En les observant, on voit qu'ils n'ont pas grand-chose en commun avec des arbres à l'état naturel. Cette culture, appelée en espalier, est contre nature. Mais paradoxalement, contraindre la croissance des fruitiers est meilleur pour la production. Cette relation entre la taille et le nombre de fruits a été démontrée par le jardinier du roi au XVIIe siècle. Il s'est aperçu que la sève allait toujours vers les branches verticales, qui sont les moins productives. L'art de la taille, c'est de savoir dans un premier temps déterminer ce qu'est un bouton à bois et un bouton à fruits. Une fois qu'on a déterminé ce qu'est un bouton à bois et un bouton à fruits, on taille soit juste après un bouton à fruits, comme c'est le cas ici qui est très renflé. Et quand on n'a pas de bouton à fruits,
Comme ici, par exemple, on a une brindille, mais il n'y a pas de fruits, là non plus. Donc on décide d'en garder qu'une. Celle-ci, on la coupe parce qu'elle part de l'autre côté, alors que moi je suis de ce côté. Donc celle-ci, je la réduis. Et celle-ci, elle est très longue, donc on la coupe à peu près à 6 ou 7 yeux. Voilà. Et là, donc, on va avoir du bois. Ça, ce sont que des boutons à bois qui sont collés à la branche. Pourquoi garder des boutons à bois a priori inutiles? La Quintigny avait compris que l'art de la taille, c'est voir plus loin. Dès l'année suivante, certains boutons à bois vont devenir des branches qui à leur tour donneront des fruits. À la belle saison, lorsque le jardin se pare de 1000 couleurs, l'ombre de la Quintigny est omniprésente. En chercheur insatiable, ce grand savant du XVIIe siècle aura multiplié les découvertes et fait pour longtemps de ce potager un lieu d'expérimentation. C'est à cet endroit même que bientôt sera réalisée l'acclimatation de l'ananas, du caféier et la mise au point des premières serres. Véritable succès scientifique, le potager est la fierté du monarque. À l'inverse, l'alimentation en eau de ces fontaines est toujours sujet d'irritation pour le roi. Moins d'un an après l'inauguration de la machine de Marly, le dispositif ne tient pas ses promesses. Les casses mécaniques se succèdent. Les fuites se multiplient. Une solution radicale est envisagée. Détourner les eaux de l'Eure. L'Eure doit permettre d'alimenter Versailles à raison de 50 000 mètres cubes d'eau par jour. Mais la rivière est à une distance importante du château. Avec pour point de départ le village de Pongouin, le tracé originel repose sur un canal à ciel ouvert sans écluse de plus de 80 km de long. La première partie du projet est aisée dans sa mise en œuvre. Le relief est peu accidenté. C'est à la mi-parcours qu'un obstacle de taille se présente. Le franchissement d'une vallée sur une longueur de 17 km. Le surintendant des finances louvois souhaite édifier un aqueduc à 3 niveaux d'arcade. Une prouesse architecturale dont la partie haute s'élèverait à plus de 72 mètres dans le ciel. Le prestige du roi l'exige, et il s'agit de prouver au monde entier que ce qui se fait sous Louis XIV dépasse tout ce qui a été réalisé depuis l'Antiquité. L'architecte Vauban a cependant une idée plus raisonnable. Vauban propose de la franchir en utilisant la gravité, avec une canalisation qui suit la pente et qui remonte de l'autre côté de la vallée, tandis que Louvois a une vision différente. Il veut une arcade qui soit plus grande que celle du pont du Gard pour marquer la grandeur du roi. Vauban fait un raisonnement économique. Il faut minimiser le coût de l'investissement et surtout du fonctionnement et de l'entretien futur de l'infrastructure, tandis que Louvois, lui, milite pour une arcade car il estime qu'un grand roi doit bâtir de très grandes infrastructures, de grands châteaux. Et donc, c'est finalement Louvois qui impose sa décision au bout de 4 mois d'échange. Le projet d'aqueduc est frais par son audace. Le franchissement de 2 vallées par 3 niveaux d'arcade sur une longueur de plus de 17 km. Il doit passer au fond du parc du château de Madame de Maintenon, devenue entre-temps la nouvelle épouse de Sa Majesté Louis XIV. Difficile d'imaginer le gigantisme de cet ouvrage d'art, culminant à plus de 70 mètres de haut, sans recourir aux techniques de reconstitution en 3 dimensions. Les plans de Louvois, parfaitement conservés, ont permis aux scientifiques de faire renaître ce projet sans équivalent. Ce chantier est le plus important de l'époque de Versailles, sur les 40 années, et il mobilise des effectifs jamais vus jusque-là, puisque jusqu'à 36 000 personnes ont travaillé ici. Alors, ce sont essentiellement des militaires,
dont 20 à 25 000 militaires. 20 régiments étaient mobilisés ici et Vauban utilisait la main-d'œuvre militaire pour baisser les coûts et faire les travaux physiquement les plus difficiles. Donc les conditions de travail ici étaient réputées très difficiles et très vite également nous avons eu un nombre élevé d'accidents et de maladies dues à une mauvaise alimentation, des épidémies de scorbut. Donc il y a une légende qui s'est très vite installée disant que c'était un chantier meurtrier. La légende soutient que le chantier fit 6 000 morts, en pure perte, car l'ouvrage, victime des soubresauts de l'histoire, ne sera jamais achevé. L'actuelle partie visible de l'aqueduc mesure seulement 1 km de long et 28 mètres de haut. À la fin 1688, la Ligue d'Augsbourg se reconstitue et donc le pays va rentrer en guerre. Les armées sont renvoyées dans leur foyer, tous les régiments qui travaillaient ici, et vont être mobilisés sur les frontières quelques mois plus tard. Et ils ne reviendront jamais, de sorte que le chantier est abandonné à partir de 1688 et que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est simplement le premier étage de cette arcade qui devait en comporter 3. L'ensemble des travaux coûta au final la bagatelle de 9 millions de livres, soit plus du 10e du budget total de Versailles. L'abandon de cette folie royale aura pour conséquence de tirer définitivement un trait sur l'incroyable aventure de la quête de l'eau. En 1696, date de la fin de la guerre, les caisses de l'État sont vides. Pour autant, le roi va pouvoir profiter pleinement du spectacle de ces 1700 jeux d'eau. Il le devra non pas aux scientifiques, mais à la malice de ses fontainiers. Chaque jour, ils s'attacheront à régler à son initiative un balai des plus sophistiqués. Aujourd'hui, le système est encore utilisé. À l'époque, les anciens fontainiers, au passage du roi, ils sifflaient, ce qui voulait dire que le roi approchait de la fontaine. Donc, ils actionnaient la fontaine, comme je suis en train de le faire. Hop. Dès que le roi a eu fini sa balade au niveau de la fontaine, encore un autre coup de sifflet et hop, dans l'autre sens, on referme. C'est une de leurs façons de faire fonctionner les grandes eaux sans gaspiller d'eau. Je pense qu'il devait se douter de quelque chose, mais la magie opérait et les grandes eaux fonctionnaient selon son bon vouloir. Et c'était déjà ça la magie des grandes eaux. Versailles s'inscrit dans un projet politique. Il s'agit pour le roi de gouverner autrement et de mettre en œuvre la monarchie éclairée. Et ce modèle a réussi puisque cette nouvelle façon d'associer la science et la technique aux chantiers de travaux publics va être copiée ensuite partout en Europe. C'est donc la preuve que ce pari a été atteint. Versailles, lieu de pouvoir, lieu de plaisir, aura aussi et peut-être surtout été un lieu de science, un lieu d'expérimentation, un laboratoire scientifique à ciel ouvert, fabuleux. Quand on se promène aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit toujours une magie et on devine encore toute la trace de ces scientifiques qui sont intervenus pour créer ce chef-d'œuvre. L'aventure de la science à Versailles a continué bien après l'achèvement du palais et la mort du roi Soleil. Au XVIIIe siècle, la démonstration d'une nouvelle invention ou la présentation d'une découverte devant le roi résonnera comme une consécration suprême pour les scientifiques. Présentées ici, les prémices de l'électricité et l'envol de la montgolfière auront d'immenses retentissements dans le monde entier.